Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on est là pour environ 1 heure et demie, je dirais, ensemble. La réunion, on devait la faire initialement en présentiel et c'est vrai qu'avec Delphine, on s'est dit, bon, vu le contexte et le sujet aussi, il valait peut-être mieux la faire en vidéoconférence. Donc, je l'ai retravaillé pour effectivement que ça tienne dans le format de vidéoconférence, tout en essayant de préserver quand même une partie échange, puisque c'était ça quand on avait décidé avant les vacances d'organiser cette matinale. C'était aussi qu'il y ait un échange, puisqu'on avait pu constater lors notamment d'une précédente matinale en juin, effectivement, il y avait un besoin d'échange, notamment de la part des gens qui étaient en charge des ressources humaines, et que c'était intéressant de pouvoir échanger, de partager un certain nombre d'expériences. Donc, sur cette heure et demie, en fait, on va le diviser en trois parties. Donc, une petite partie introductive que je vais essayer de faire la plus brève possible. Une partie où on fera, entre guillemets, un tour de table pour que chacun puisse se présenter et puis surtout dire en 4-5 mots-clés finalement qu'est-ce que la crise sanitaire, à la fois du printemps, de cet été et puis de cette rentrée de septembre, quels sont les 3, 4, 5 mots-clés qui peuvent caractériser cette crise pour vous, et puis quelles sont vos attentes aussi par rapport à ce séminaire. Après, je basculerai sur une partie plus formelle de présentation, donc j'ai essayé de faire des slides pas trop lourds pour ne pas trop solliciter le réseau, et on essaiera de garder, je dirais, une demi-heure à la fin pour faire des questions-réponses. Et à cet effet, effectivement, n'hésitez pas à utiliser le petit chat, puisque Delphine va, je dirais, recenser l'ensemble de vos questions pour pouvoir y répondre ou pour pouvoir échanger, je dirais, à la fin de cette présentation. Donc, le but de ce séminaire, c'est clairement pas de refaire une présentation sur les bonnes pratiques du télétravail, c'est pas faire une présentation sur, je dirais, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien manager des équipes à distance. La vraie question, c'est de se poser finalement d'un point de vue ressources humaines, quels sont les enjeux qu'on doit avoir à la fois à court terme et aussi à long terme. Alors, pour vous expliquer un peu, je dirais, mon approche, moi, j'ai un passé de RH et de DRH opérationnel pendant une vingtaine d'années. J'ai été RH de gros sites industriels dans des contextes sociaux qui ont parfois été un peu délicats. Alors, pour ceux qui ont suivi l'actualité sociale hier de Béthune et de Bridgestone, moi, j'étais chez Goodyear Dunlop au moment de la fermeture et des soubresauts, je dirais, des accords travail continu. Et puis, j'ai également une casquette de conseiller prud'homal, parce que pendant près de 10 ans, j'étais conseiller prud'homal à Valenciennes, et j'ai eu à traiter par ce biais-là un certain nombre de dossiers, notamment dans le cadre de l'amiante, où on a plusieurs fois abordé la question de la responsabilité de l'employeur, et notamment sur la question des preuves, en fait, très très longtemps après les faits. Et il est clair que dans le cadre du coronavirus, dans la crise sanitaire qu'on a aujourd'hui, on a pas mal d'inconnus et personne ne peut prédire finalement quels seront les contentieux qu'on va avoir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans. Et il faut donc par conséquent avoir ça en tête pour pouvoir s'en prémunir, parce que si on ne prépare pas un certain nombre de choses dès maintenant, la partie rétroactive est extrêmement, extrêmement délicate. Et j'ai basculé dans la partie conseil cette année et j'ai eu l'occasion de faire déjà un certain nombre de missions auprès d'entreprises dans des tailles parfois plus petites. Et je me suis rendu compte qu'il y avait parfois quand même des risques extrêmement importants qui étaient pris. J'ai vu des entreprises qui n'avaient pas leur évaluation des risques qui étaient faites ou des évaluations des risques qui étaient effectivement pas forcément faites, et un certain nombre de réflexes finalement qui n'étaient pas là. Et l'idée, c'est effectivement de sensibiliser l'ensemble des équipes par rapport à tous les leviers. Je suis une personne des ressources humaines, donc je suis vraiment persuadé que dans la partie ressources humaines, on a un rôle extrêmement important dans la pérennité de l'entreprise. Et le contexte que nous avons cette année en 2020, il est d'autant plus vrai qu'on a à la fois une responsabilité sur le fait que les gens soient en bonne santé et que l'entreprise, je dirais, fonctionne correctement en ces temps un peu critiques. Donc, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on doit surveiller de façon extrêmement attentive, et la responsabilité de l'entreprise repose sur la personne qui a en charge les ressources humaines. Et il y a également cette responsabilité
rester sur le plus long terme, même si quand on est en poste, on ne sera plus forcément là dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, mais d'avoir préparé les éléments qui font que l'entreprise, elle, soit sécurisée. Et quand on est patron d'entreprise, on doit également exiger des gens qui sont en charge des ressources humaines, justement, d'avoir cette précaution et de préparer la sécurisation pour les années qui sont à venir. Voilà, donc c'est vraiment une présentation, je dirais, assez opérationnelle. On va parler de régulation sociale, on va parler du risque juridique, on va parler de quelques incontournables qui sont, d'un point de vue prévention, santé et des modes de fonctionnement dans l'entreprise. Voilà. Je vais vous partager mon écran, je vais vous dérouler la présentation et puis je vais essayer de faire en sorte qu'on garde un peu de temps pour la fin parce que le chrono avance déjà rapidement. Voilà, j'espère que vous pouvez voir tous mon écran. Oui. Nadine, bon, c'est parfait. Alors, dans les principaux risques aujourd'hui que j'identifie, pour moi, il y a vraiment deux familles de risques. Il y a vraiment des risques qui sont immédiats, c'est-à-dire qu'ils peuvent se produire demain ou pour certains, ils les ont déjà vécus durant la période printanière. Et puis, on va avoir un certain nombre de risques résiduels. Alors, ce n'est pas la peine de se focaliser dessus et de ne plus endormir la nuit, mais il faut quand même le garder dans un coin de sa tête pour se dire que ça peut exister et que, par conséquent, il faut se prémunir et prémunir, je dirais, la société au cas où, même si on espère tous que ça ne se produise pas. Alors, dans les risques immédiats, il y a effectivement le premier qui est d'avoir un cluster, je dirais, de coronavirus chez soi, ou un cluster avec des cas pas forcément déclarés, mais des suspicions. Il y a eu, par exemple, dans la région d'Angers, il y a une entreprise comme ça où les journaux ont fait les gros titres sur 50 cas de coronavirus, mais c'était uniquement que de la suspicion. Donc ça, c'est effectivement un sujet sanitaire immédiat. Après, on a eu deux types de recours plutôt juridiques dans des sociétés qui avaient des partenaires sociaux plutôt bien en place, et ça a été le cas notamment au printemps, à la fois d'avoir un certain nombre de droits de retrait où les gens ne se sentaient pas suffisamment protégés. Alors la question au printemps se posait avec les masques qui n'étaient pas disponibles. Là, on peut avoir de nouveau une nouvelle chose avec à la fois des sociétés qui veulent effectivement remettre un peu en place du présentiel, et puis un droit de retrait qui est peut-être pas tellement lié aux masques, puisque maintenant ils sont disponibles, mais qui peuvent être liés à des aménagements, notamment je pense à certains processus industriels, où pour essayer de séparer un peu les postes de travail, on est revenu en arrière sur un certain nombre d'aménagements ergonomiques. Et ça, c'est un vrai sujet, notamment des activités industrielles sur lesquelles il faut être vigilant. On peut également avoir un certain nombre de droits d'alerte sur les domaines de la santé, notamment si vous commencez à avoir des cas de suspicion un peu trop nombreux. Et ça risque d'impacter relativement de monde à l'automne quand on va commencer à aborder les périodes de l'année où il fait un peu moins beau, il y a des rhumes, des petites grippettes, etc. On aura du coup beaucoup de mal à faire la différence entre ces maladies d'automne, d'hiver et puis le coronavirus, d'où l'intérêt d'avoir effectivement une traçabilité vraiment quotidienne pour pouvoir répondre avec des faits. Et puis on peut avoir des retours juridiques. Alors je pense que vous avez tous en tête des cas d'Amazon, il y a eu aussi le cas à La Poste, il y a eu le cas de Renault à Sandouville. Donc là aussi, c'est des choses qui peuvent exister et qui sont du coup des risques qui sont immédiats. Sur la partie risque résiduel, il y a la faute inexcusable de l'employeur. Alors ça, vous pouvez la rencontrer dans plusieurs cas de figure. Vous avez quelqu'un qui va attraper le coronavirus avec ou pas des séquelles et qui va considérer qu'il l'a attrapé sur son lieu de travail et que l'employeur n'a pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir le protéger. Et puis, il y a encore des aménagements qui peuvent être faits, soit organisationnels, soit d'un point de vue purement organisation physique, je dirais, de l'espace de travail, qui fait que s'il n'y a pas une bonne évaluation des risques, que ça a dégradé un peu quelque part le risque, si la personne a un accident suite à ça, elle peut éventuellement évoquer aussi la faute inexcusable de l'employeur si elle considère que l'employeur, du coup, a dégradé ses conditions et n'a pas fait suffisamment l'évaluation des risques, n'a pas pris des mesures pour compenser les mesures qu'il mettait en place par ailleurs.
Il y a potentiellement aussi un risque pénal de violation d'une obligation de santé et de sécurité. Vous avez, pour ceux qui avaient de l'activité partielle, alors plus notamment pour les gens de bureau, avec parfois il y avait une frontière un peu floue sur quand est-ce que les gens étaient sollicités ou pas. Vous avez tout ce qui est accident de travail, maladie professionnelle, là encore, qui peuvent être liés à des dégradations des conditions de travail ou la mise en place de dispositifs pour protéger le coronavirus, mais du coup qui peuvent aussi entraîner un certain nombre d'inconvénients. Vous avez tous les conflits individuels ou collectifs, food management, alors qui sont soit liés aux impacts économiques qui peuvent tendre, certains d'entre vous l'ont expliqué tout à l'heure, le contexte, ou tout simplement la mise en place de mesures sanitaires. Alors, il y a la question du port du masque, il y a également la question du télétravail qui peut introduire un certain nombre de tensions qui peuvent se traduire sur soit des situations individuelles un peu compliquées, voire des démissions au final quand il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord et qui ça pose problème quand on a des compétences extrêmement précieuses ou des conflits, je dirais, plus d'ordre collectif. Et puis, il y a un sujet sur la marque employeur. Effectivement, il fait quand même pas bon d'être mis en avant parce qu'on n'a pas fait quelque chose de bien ou que les gens considèrent qu'on n'a pas fait quelque chose de bien quand même on a fait quelque chose de bien. Donc tout ça, c'est des risques qu'il faut avoir quelque part en tête et se dire finalement comment je m'en prémunis le plus possible, encore une fois sans en faire une fixation, mais qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir y faire face si malheureusement un jour ça doit arriver. Alors, juste la chronologie, je ne vais pas vous la refaire intégralement. Pour ceux qui auront la présentation, je vous ai mis trois slides ou 4 slides. Par contre, ce qu'on peut regarder, c'est que tous, en 9 mois, on a eu un certain nombre de choses qui se sont produites extrêmement rapidement et avec très peu de prédictivité. Si on se repose la question, qu'est-ce qu'on a fait exactement, qu'est-ce qu'on a mis en place, certains d'entre vous l'ont évoqué aussi sur les consignes gouvernementales qui ont changé de façon extrêmement rapidement et parfois avec des virages à 180 degrés, comme par exemple sur le port du masque, si un jour on a besoin de se repositionner, de refaire la traçabilité, on va avoir beaucoup de mal. Donc si on n'a pas bâti cette traçabilité des faits et de ce qu'on a fait, vu la vitesse à laquelle ça va, on n'est pas capable après d'avoir les preuves et d'avoir les éléments qui sont nécessaires. Alors, ce qu'on peut voir aujourd'hui, il y a quand même une différence entre la situation qu'on a aujourd'hui en septembre et celle qu'on a connue en février et mars. La première, c'est que les risques sont désormais bien connus et identifiés. Donc, il n'y a pas le droit à la surprise tel qu'on l'a tous eu légitimement, je dirais, au printemps. Les consignes gouvernementales, tout à l'heure, quelqu'un a dit oui, on a une difficulté à trouver l'information et la bonne. Ce qui est certain, c'est que je pense que le gouvernement, en tout cas, ou les instances comme la Directe, ont fait plutôt les choses plutôt pas mal depuis le début de la crise, même si on a eu des consignes qui étaient effectivement extrêmement tardives. Par exemple, pour le port du masque, on a eu la mise à jour du protocole officiel uniquement la veille. Mais en tout cas, ces documents font foi et c'est ceux que tout le monde doit suivre. Alors après, les juristes ont quelques débats. Est-ce que ça a valeur normative ou pas? Le débat est plutôt oui. Bon, après, les juristes ont toujours des questions sur le sujet. On a également des premiers retours jurisprudentiels, notamment au printemps avec les cas Amazon, La Poste, Renault, Sandouville, etc., qui sont aussi quelques faits marquants et qui montrent en tout cas, que l'application des recommandations gouvernementales, même si elles n'ont pas officiellement de référence normative, elles s'appliquent quand même et elles doivent être suivies. Et à chaque fois, il y a quand même l'implication très forte des partenaires sociaux ou à défaut du personnel. Et ça a été, je dirais, un trait commun à toutes les jurisprudences qu'il y a pu y avoir tout au long du printemps.
Il y a également, pour la partie ressources humaines, l'impact du contexte politique et économique. Je pense qu'effectivement, les gens ont plutôt été de bonne composition et ont plutôt bien réagi, mais on a quand même, et le coronavirus est quelque part un point qui exacerbe certaines tensions qui pouvaient exister, et on va le voir dans le chapitre plutôt social. Donc, sur le chapitre social, on a eu effectivement des partenaires sociaux qui ont été très actifs durant le printemps. Alors, chacun à sa manière, mais ils avaient tous en tout cas un intérêt qui était de réoccuper un petit peu le devant de la scène, puisque force est de constater que depuis un certain nombre d'années, ils avaient un certain nombre de difficultés, ils ont dû subir ou accepter des réformes qu'ils ne partageaient pas forcément. Le point commun qu'on a retrouvé par rapport à tous les partenaires sociaux, ça a été effectivement qu'ils ont voulu reprendre la main et ils ont gardé quand même globalement leurs fondamentaux et leur positionnement. C'est-à-dire que les syndicats contestataires en ont profité pour mener un certain nombre d'actions, notamment droit de retrait, dangers immédiats, voire des recours juridiques. Et puis également en utilisant, je vous ai par exemple mis une image qui est pour moi assez marquante, qui est de la CGT effectivement, où on rappelle que le masque c'est pas muselé et on refait passer le message qu'il faut faire payer à l'entreprise et l'employeur. Donc on a une certaine continuité de ce point de vue-là. Pareil, pour les syndicats un peu plus progressistes, il y a eu la volonté effectivement de redevenir un partenaire de dialogue. Et là, en fonction des interlocuteurs que vous avez, pour ceux qui en ont, c'est quelque chose aussi d'avoir en tête pour bien comprendre finalement leurs attentes et comment ils vont pouvoir exploiter positivement ou négativement, et nous aussi d'un point de vue direction, l'impact du coronavirus sur la partie sociale. Sur les influences sociétales, il n'y en a plutôt pas trop dans le cadre du coronavirus. Je pense que les plus importantes sont plutôt liées à la relation avec l'argent et avec les relations avec la mondialisation. C'est-à-dire qu'on a eu un certain nombre de débats sémantiques et les gens voient bien qu'aujourd'hui, l'État débloque des milliards et les entreprises, plutôt à bon escient, sont aujourd'hui moins attachées à des critères financiers. Ce n'est pas pour autant que ça va être tout le temps le cas, mais c'est des choses aussi, voilà, ça fait bouger un petit peu les lignes et il peut y avoir également des répercussions au niveau de l'entreprise. Et puis, il y a ceux qu'on a toujours à gérer à l'intérieur de l'entreprise. On a toujours un certain nombre de contestataires et eux aussi, ils ont une opportunité avec la crise. Effectivement, je vais m'opposer en voulant pas forcément porter le masque ou voilà, en prenant un peu le contre-pied des consignes qui sont données par l'entreprise. C'est également une opportunité pour tous les cabinets d'expertise. Alors là aussi, ceux qui ont des partenaires sociaux relativement actifs ont l'habitude, mais on voit effectivement tous les grands cabinets plutôt actifs, à la fois dans le domaine de la santé, avec des recommandations, et puis également dans la partie économique, où aujourd'hui on voit par exemple un cabinet comme Secafi qui est extrêmement actif pour aider les CSE à gérer la crise. Donc clairement, la gestion de la crise d'un point de vue social, c'est un enjeu de régulation sociale, parce que la régulation sociale en entreprise, ça se pilote, et la régulation sociale, c'est quelque part s'assurer que la vision des salariés sur leur entreprise et leur fonctionnement, on la comprenne bien. C'est-à-dire que chacun peut avoir son point de vue, mais ce qu'on peut faire d'un point de vue direction, d'un point de vue RH, l'interprétation que les gens peuvent en faire peut être quelque peu différente. Et ce qui est difficile et ce qu'il faut éviter, encore plus dans le contexte actuel, c'est cette divergence où on a l'impression de faire des choses bien, mais que les salariés, les employés, y compris parfois les managers, ont l'impression qu'on fait tout de travers. Donc, il faut arriver à piloter cette perception-là. Et donc, il faut avoir aussi une compréhension
de comment se vit la réciprocité. C'est-à-dire, et là aussi, ça dépend en fonction des contextes. Entre un contexte où l'entreprise va bien ou l'entreprise va pas bien, c'est différent. Mais il faut également bien piloter finalement ce qu'on va donner en échange de l'effort qu'on va demander aux salariés. Par exemple, la situation est complètement différente entre les activités qui ont dû continuer à fonctionner, je pense par exemple aux livraisons, à la grande distribution pendant la période de confinement, et les activités qui ont dû par contre complètement s'arrêter. Mais il y a cette réciprocité qui doit continuer à vivre et s'adapter à chaque situation. Et donc par conséquent, la crise sanitaire a de ce point de vue-là une situation particulièrement impactante. À plus moyen terme, il y a les conséquences des impacts économiques de la crise, soit qui vont accentuer des tendances qui étaient déjà avant la crise, soit qui vont effectivement chambouler complètement le modèle économique de l'entreprise. Et là aussi, et c'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir une traçabilité et de bien comprendre et de bien saisir qu'est-ce qu'on a dit et comment ça a été interprété, puisque les ajustements qu'on va être amené à faire, et les impacts, parce que les impacts, ça peut être soit des demandes de renégociation. On a par exemple un certain nombre d'entreprises qui négocient des accords de performance collective. On peut avoir des entreprises qui vont être confrontées à des contraintes de coûts et des gels de salaire. On a des entreprises qui sont confrontées à des questions d'emploi. Tout à l'heure, on a évoqué le fait d'arrêter les intérims. Malheureusement, il y en a ça doit aller plus loin. Et puis, vous avez un certain nombre d'entreprises aussi où les gens vont être très impactés sur la partie rémunération variable. Et là aussi, ça va avoir des conséquences, pas forcément immédiatement, mais ça va avoir des conséquences sur la partie NAO ou sur les discussions qui peuvent se produire dans 6 ou 8 mois. Alors, dans les incontournables pour essayer de se préserver le plus, comme je le disais tout à l'heure, l'évaluation des risques, ça reste le document qui est vraiment le document de base et qui doit mettre à jour. Et il ne faut pas oublier de bien noter ce qu'on a mis à jour par rapport au coronavirus. Il faut avoir cette traçabilité-là, y compris quand les règles évoluent, notamment sur, par exemple, le port du masque. On doit avoir quelque part le fait qu'on a pensé à réviser l'évaluation des risques. Alors, il n'y a peut-être aucun changement qui va se produire, mais il faut avoir cette traçabilité-là. Encore une fois, dans les différents contentieux qu'il y a eu au printemps, la question clé tournait autour de l'évaluation des risques, comment elle avait été mise à jour, l'implication des partenaires sociaux et des salariés. Ça a notamment été le cas d'Amazon, par exemple, qui avait mis à jour son évaluation des risques, mais le tribunal a considéré que les partenaires sociaux n'avaient pas été suffisamment impliqués. Et dans tous les cas, si vous avez un accident, si vous avez plusieurs cas de coronavirus, si vous avez des gens qui ont des difficultés avec le télétravail, la première chose qu'on va regarder, c'est est-ce que vous avez votre évaluation des risques et est-ce que celle-ci a été mise à jour. Il y a également une obligation qui a été mise en place par le gouvernement qui est passée relativement inaperçue, qui est la mise en place d'un référent Covid, étant entendu que dans les petites structures, ça peut être le dirigeant. Il faut veiller que ce référent existe bien, qu'il est bien identifié, qu'il a eu les formations et éventuellement qu'il a également l'autorité nécessaire pour pouvoir agir et remplir son rôle. Là aussi, s'il y a une difficulté, il va falloir montrer qu'on a mis ça en place. Le troisième point, c'est la partie dialogue social. La partie dialogue social, elle revient dans toutes les communications gouvernementales de la directe. Alors, c'est valable quand on a des partenaires sociaux, c'est également valable quand on n'en a pas, mais il faut bien montrer qu'on a impliqué le personnel dans les différentes démarches qu'on a pu faire. Il y a également, ça c'est dans le dernier protocole du gouvernement, insister sur les mesures et la communication qui est faite sur ces mesures, avec un focus très spécifique sur la gestion des saisonniers, les détachés et les intérimaires. Alors, là aussi, tout dépend de l'activité et des personnels que vous employez, mais il faut avoir en tête que si vous avez ce type de personnel dans vos activités,
bien penser qu'il faut avoir une communication et avoir tracé cette communication sur les mesures que vous avez appliquées de façon plus spécifiquement à ces catégories de population. Le cinquième point, et là c'est directement en lien avec la médecine du travail, c'est la gestion des personnels dits à risque. Alors là aussi, le fait que quelqu'un soit qualifié à risque ou pas, il y a des évolutions dans le temps, mais dans tous les cas, vous devez solliciter votre médecine du travail pour savoir est-ce qu'il y a des gens qui sont à risque dans votre établissement sans pour autant sacrifier le secret médical, mais il y a un échange à avoir avec la médecine du travail. Là aussi, vous pouvez avoir aussi des gens qui se déclarent comme étant à risque, et là aussi, il faut avoir une certaine traçabilité pour ne pas avoir quelqu'un qui vous a dit qu'il était à risque. Vous n'avez pas fait grand-chose, vous n'avez pas forcément pris le point, et puis malheureusement, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, et la personne me dit oui, mais vous n'avez pas tenu compte du fait que j'étais à risque et vous n'avez pas pris de mesures spécifiques me concernant. Mais dans tous les cas, j'insiste, c'est un travail de partenariat avec le service médical et la médecine du travail que vous devez impliquer absolument sur ces éléments-là. Le sixième point, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le travail qui, dans tous les cas, doit rester privilégié. Ce n'est pas une obligation, mais doit rester privilégié, effectivement, avec deux facettes. C'est comment on l'organise et comment on l'anime. Et puis, c'est effectivement montrer la part que vous devez maintenir également en présentiel. Le port du masque, ça a été effectivement le gros sujet de la rentrée. Le port du masque, qui doit être à la fois disponible et payé par l'employeur. Et puis, il faut aussi oublier que ça peut être un vecteur de communication, alors bien entendu pour l'entreprise, mais aussi pour les gens qui veulent passer un message un peu plus contestataire. Et là aussi, il faut avoir ça en tête. Il va falloir travailler avec votre manager et former et anticiper sur qu'est-ce qu'il doit faire quand vous avez quelqu'un qui va porter un masque qui n'est pas convenable ou qui porte un message qui n'est pas convenable. Et qu'est-ce qu'il doit faire également quand vous avez quelqu'un qui ne veut pas porter le masque ou qui met visiblement de la mauvaise volonté à porter le masque. Et puis, vous avez aussi certaines conditions. Et là, ça a été aussi un peu assoupli dans le protocole, mais ça nécessite du dialogue et ça nécessite d'avoir une mise à jour de l'évaluation des risques. C'est pour certaines activités professionnelles, le masque, c'est compliqué à porter. Et là aussi, il faut avoir un échange et bien écrire pourquoi finalement le masque n'est peut-être pas forcément compatible avec l'activité professionnelle et qu'est-ce qu'on met en termes de mesures de prévention justement pour compenser le fait que la personne n'a pas forcément de masque. Le point 8, qui est en vigueur déjà depuis le déconfinement, mais c'est le nettoyage et la désinfection des postes de travail. Là aussi, c'est une traçabilité et le suivi de ce que vous avez mis en place et réévalué régulièrement qui doit être fait. Le protocole de prise en charge des personnes symptomatiques et la gestion des cas de contact. Là aussi, vous devez avoir un document qui est prêt et votre encadrement qui est prêt. Et dans tous les cas, la formation des salariés aux mesures mises en place. Alors, ce n'est pas qu'une question de formation, il faut également avoir en tête la traçabilité des formations que vous avez faites auprès du personnel. Quand vous modifiez quelque chose dans votre organisation, dans les mesures que vous mettez en place, et puis également avoir la traçabilité quand vous avez quelqu'un qui revient, par exemple, qui n'était plus sur l'entreprise depuis un certain nombre de temps. Il faut bien penser à avoir au circuit de réaccueil, je pense notamment aux gens qui étaient télétravailleurs à peu près à 100%, quand ils rentrent, il faut avoir entre guillemets ce sas de décompression, on les forme et on assure la traçabilité de ces éléments de formation. Pourquoi je vous dis que c'est important? Parce que, encore une fois, à l'instant T, il n'y a pas forcément de gravité. La difficulté, c'est quand vous allez avoir quelque chose qui ne va pas aller correctement, ce sont tous les éléments, on va venir regarder si vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez par exemple quelqu'un vous l'avez peut-être formé, mais vous n'avez pas fait la traçabilité. Il va pouvoir dire, ou l'inspection du travail vous demander, mais qu'est-ce que vous avez mis en place? Et là, si vous n'avez pas cette traçabilité-là de la formation, vous êtes sacrément embêté. C'est la même chose que pour la formation, entre guillemets, de base, de sécurité sur les postes de travail. Donc, pour protéger l'entreprise,
Ce que je recommande de faire, c'est le même principe que ce qu'on a quand on a des conflits sociaux un peu musclés. Il faut tenir un livre de bord quotidien qui comprend à la fois les décisions que vous avez pu prendre, les mesures ou l'ensemble des moyens que vous avez pu mettre à disposition. Et là aussi, ça peut évoluer dans le temps. Un certain nombre d'indicateurs que vous suivez quotidiennement. Ça peut être le nombre de gens que vous avez en télétravail, c'est le nombre de gens que vous avez en activité partielle, c'est également le nombre de personnes que vous avez qui sont malades, qui étaient potentiellement en garde d'enfants, et puis c'est également des impacts un peu plus opérationnels que vous devez suivre. Là encore, c'est vous dire dans 6 mois, si je dois construire un dossier, soit pour me défendre en tant qu'entreprise, soit parce que j'ai des mesures à faire passer dans un CSE, soit il faut que je justifie finalement que j'ai quand même fait tout bien correctement, mais qu'à un moment donné, je suis arrivé à une situation où je dois prendre des mesures complémentaires, et ça va vous servir pour bien dire, oui, mais attendez, moi j'ai fait tout ce qu'il fallait, je suis allé jusqu'au bout de la démarche, et malheureusement, il faut que je prenne des mesures qui soient aujourd'hui plus difficiles. Et puis également, tout ce qui est réunion clé, que ce soit avec la médecine du travail, les partenaires sociaux, les managers, et puis toutes les réunions que vous pouvez avoir avec ces acteurs-là. Encore une fois, je reviens sur l'insistance qu'a le ministère du Travail sur l'implication des partenaires sociaux. Donc, ce n'est pas uniquement que des comptes rendus de réunions de CSE, puisqu'on sait pertinemment que durant le printemps, il y a un certain nombre d'échanges qui se sont faits dans des réunions informelles ou avec des réunions, vous l'avez tous dit tout à l'heure, vous avez fait un certain nombre de réunions avec le personnel. Là aussi, il faut assurer la traçabilité. C'est autant d'éléments qui vont vous permettre de dire, écoutez, moi j'ai fait ce qu'il fallait et voilà tout ce que j'ai mis en place. Et là-dessus, vous êtes absolument inattaquable. Traçabilité d'actions de communication et de formation, on en a parlé. Et puis également adjoindre tous les documents extérieurs avec la date. Alors je pense notamment aux consignes gouvernementales qui évoluent. Donc là aussi, il faut arriver à tracer quand est-ce que tel document a été mis en ligne et quand est-ce qu'il a été mis à jour. Vous devez également, pour ceux qui ont des partenaires sociaux, bien suivre tout ce qui est propagande syndicale, là aussi pour pouvoir vous y référer, puis éventuellement tous les messages qui ont pu être un peu polémiques, lancés par les uns et pour les autres. Et dans tous les cas, ce listing-là, c'est quelque chose que vous devez relire et reprendre connaissance avec toute échéance importante, soit en termes de communication, soit en termes de NAO. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous remémorer ce que les uns et les autres ont pu dire. Et tout à l'heure, je parlais dans la régulation sociale de bien pressentir et de mesurer effectivement comment les gens ont pu vivre ou comment les gens ont pu percevoir les messages qui ont pu être faits. Et donc, du coup, ça va vous les rappeler, vous les remettre en mémoire, parce que quand vous allez avoir une discussion, un échange avec les équipes ou avec les partenaires sociaux, soit ça va vous permettre de travailler un peu les argumentaires, le langage, sans oublier ce que vous avez dit, ou au contraire en vous appuyant sur ce que vous avez dit pour faire passer vos messages. Alors, dans la répartition des rôles, c'est clair que dans la tâche, vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas être au four et moulin, c'est l'exemple que j'ai pris là. Vous devez vous appuyer sur un certain nombre d'acteurs. La principale ligne, et souvent qu'on oublie en tant que RH, c'est la ligne managériale. La ligne managériale, je pense que vous l'avez tous vécu au printemps, elle a été extrêmement sollicitée, elle continue d'être sollicitée, à la fois parce qu'il y a des impacts opérationnels et des impacts en termes de business qu'il faut qu'ils gèrent, et puis ils ont également à gérer toute la partie, je dirais, relations humaines. Quand j'insiste sur la partie managériale, c'est que souvent, quand on est d'un point de vue RH, on a tendance, notamment dans cette période-là, on va prendre soin des partenaires sociaux, on va consacrer plutôt pas mal de temps avec eux. On va passer du temps aussi directement avec les équipes et on va passer le temps qui va nous rester sur cette partie organisation, traçabilité, etc. Mais on va peut-être parfois la négliger. Donc, tout ce qui est communication, tout ce qui est suivi individuel, il faut que ce soit les managers qui soient en première ligne. Et pour ça, il faut qu'ils aient tous les outils à leur disposition, qu'ils aient bien compris
ce que vous leur demandiez et quelles étaient leurs responsabilités. Si vous avez un manager qui fait plutôt une gaffe ou qui est plutôt maladroit dans la gestion de quelqu'un qui a des symptômes de Covid, donc quelqu'un qui n'est pas bien dans son télétravail, qui a des difficultés à porter le masque, etc., si le manager ne prend pas directement le sujet, ne le sait pas traiter à son niveau, c'est automatiquement quelque chose qui va avoir un impact sur l'ensemble de l'entreprise. Et donc, c'est ce qu'il faut éviter. Donc, ce que je conseille par rapport aux managers, c'est de la faire des réunions, je dirais, spécifiques, d'avoir vraiment une démarche un peu spécifique pour eux, à la fois pour les rassurer, pour leur donner aussi du courage, et pour que les consignes soient extrêmement claires et qu'ils soient à l'aise avec finalement l'enveloppe de vol qu'ils ont dans leur domaine de responsabilité. Voilà. Et puis leur rappeler aussi qu'ils ont un certain nombre d'obligations sur l'évaluation des risques et sur la continuité des outils de gestion de la performance. Tout à l'heure, certains d'entre vous avaient la question du télétravail. Est-ce qu'on doit autoriser le mercredi ou pas? Je ne suis pas sûr qu'on puisse s'arc-bouter sur est-ce qu'il faut interdire ou pas le télétravail, mais le point commun qu'on a, c'est sur la gestion de la performance et de ce que les gens ont réellement fait en termes de travail. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négociable et c'est au manager de le faire, de se sentir à l'aise pour ça. Voilà, donc en guise de conclusion, l'enjeu principal, le rôle principal des ressources humaines ou des personnes qui ont en charge des ressources humaines, c'est avant tout de veiller à maintenir la régulation sociale appropriée au sein des équipes, d'assurer la traçabilité des événements, ça j'insiste vraiment, puisque ça va participer à la sécurisation juridique de l'entreprise et puis également de mettre en place ce dispositif qui va pouvoir lui permettre sereinement d'aborder ces 3 points-là. Et donc, c'est de s'appuyer sur une colonne hiérarchique qui soit extrêmement forte. Voilà. Alors, juste pour ceux qui sont un peu férus, je ne vais pas vous embêter là-dessus. Il y a un nouveau modèle qui est plutôt pas mal fait et qui reprend un certain nombre d'éléments qui sont tout à fait pertinents dans cette gestion de la crise. Et je vous encourage vraiment, à titre personnel, de vous réapproprier un peu ce modèle-là qui est vraiment, je trouve, tout à fait pertinent, y compris dans la crise actuelle, même s'il a été défini juste avant. Voilà. Merci Sébastien pour votre éclairage. Merci à tout le monde. Merci Sébastien. Ouais. Merci.